À l'heure où j'écris ces lignes, les forces de la nuit s'abattent de toute leur force en Azeroth. Face à elles, les hostes de la lumière plient sans rompre. Et dans les esprits, une guerre fait rage entre espoir et désespoir. Nous avons, lors de nos précédents voyages, visité Lordaeron, ce royaume béni par la Sainte Lumière qui finit aveuglé par son propre éclat. Puis nous avons abordé l'histoire de Gilneas, qui embrassa ses propres ténèbres pour mieux affronter l'obscurité et la mort. Il existe, peut-être, une troisième voie. Un chemin qui serpente à la frontière de la lumière et de la pénombre. Ce chemin, c'est celui qu'emprunta la thalassocratie d'Okultiras. Alors, ensemble, embarquons pour Boralus et dressons le portrait de ce pays né des embruns salés et forgé par les colères de l'océan. Notre histoire débute bien loin des côtes tempétueuses de Kultiras. Une fois encore, revenons à une époque durant laquelle l'humanité venait tout juste d'émerger en tant que civilisation. L'Empire d'Arator, couvert de gloire après sa victoire contre les trolls, étend ses frontières dans toutes les directions. Les humains, trop longtemps restés retranchés entre bois et collines, étaient ivres de découvrir ce monde et ses richesses. Une poignée d'aventuriers prirent ainsi possession des marais hostiles et des forêts lugubres de Gilneas. La péninsule n'était pas aussi riche en ressources que le cœur du continent, mais ses rivages étaient propices à l'élaboration de ports florissants. C'est ainsi que la province de Gilneas devint, en quelques générations, un repère de marins émérites. Pêcheurs, marchands et, parfois, pirates, engorgeaient les quais de Gilneas, davantage attirés par les immensités inconnues de la mer que par les vertes prairies de l'Empire. Ils s'élancèrent ainsi sur l'océan. D'abord, hésitants, ils cabotèrent le long des rivages, cartographiant les contours du continent. Puis, quelques aventureux tentèrent le grand saut, perdirent la côte de vue, et après quelques jours à contempler le bleu-gris infini de l'océan, accostèrent les landes rocailleuses de Tolbarad. Ce n'était pas une terre riche, au contraire. C'était un rocher inculte, battu par les tempêtes et rongé par le sel. Mais il apportait quelque chose de bien plus précieux que l'or, une affirmation. Il existait bel et bien des terres par-delà l'horizon, et cette découverte ne fit qu'alimenter le désir d'aller plus loin. De braves marins partirent ainsi. Désireux de découvrir quelle richesse était cachée de l'autre côté des vagues, ils quittèrent la côte le cœur rempli d'espoir. Mais la mer avait de tout autre projet pour eux. Les courants et les vents les entraînèrent vers des régions inconnues, vides de toute terre, vides de tout espoir. C'est alors que l'un d'entre eux, surnommé Chantorage, entendit le premier un doux murmure entremêlé aux échos de la mer. Cette voix, aussi tendre et réconfortante que celle d'une mère, lui enseigna la magie des profondeurs. Il l'appela la mer des marées et lui offrit toute sa dévotion. En échange, la voix préserva l'équipage des tempêtes et les guida jusqu'à une rive riche et fertile. Ils y bâtirent un avant-poste du nom de Kultiras. Le marin guida ses compagnons sur le chemin des marées et devint le premier des augures, ces prêtres liés aux forces ténébreuses du fond des océans. Alors que la future cité de Boralus n'était qu'un misérable amas de cabanes perchées au-dessus des vagues, alors que les routes maritimes qui reliaient Kultiras au continent étaient encore incertaines et dangereuses, ces prêtres dévoués à l'océan prirent une importance cruciale au sein de la colonie. La foi de la Sainte Lumière, qui embrasait alors l'Empire, eut le plus grand mal à ne serait-ce qu'effleurer Kultiras de ses rayons. Les adeptes des profondeurs avaient déjà conquis les cœurs et les âmes des habitants de cette province. Preuve de l'influence des oracles, les vallées les plus fertiles de l'archipel devinrent le fief de la maison Chantorage et au lieu de la spiritualité de l'archipel. Si les îles de Kultiras étaient vastes et riches, elles n'étaient pas pour autant un havre de paix et d'abondance. En effet, bien avant les humains, un autre peuple revendiquait l'archipel. Ils se faisaient appeler les Drust, et étaient, à l'instar des nouveaux venus, de lointains descendants des Vricules. Quoique cousins, les Drust n'entendaient guère partager leurs terres avec l'humanité. Alors que ces derniers mirent tout en œuvre pour favoriser une cohabitation pacifique, les Drust, guidés par un roi féroce du nom de Goraktul, tirèrent les armes et prirent d'assaut les colonies humaines. Les humains, peu nombreux, luttèrent de toute leur maigre force, mais devaient sans cesse reculer face à la brutalité et à la magie impitoyable de leurs assaillants. Une poignée de Drust, toutefois, refusèrent de suivre les volontés guerrières de Goraktul. Ils étaient de paisibles druides du nom de Parlépine, qui n'avaient pas pour habitude de verser le sang en vain. Quoi que l'on puisse penser de la race Vricule, les Drust étaient, à l'origine, des êtres paisibles, soucieux de l'harmonie des forces naturelles. Et c'est par sa haine et par sa rage que Goraktul avait tordu les préceptes de sa race pour transformer l'art druidique en une sinistre magie de la mort. Furieux qu'on lui résiste de la sorte, le roi assassina la chef des Parlépines, Sephiwen, et enchaîna son âme à la forêt. Cette ignominie devait dissuader les Drust de s'opposer à sa volonté belliqueuse, mais au contraire, elle eut pour conséquence de rapprocher ces druides des humains. Alors que tout espoir semblait perdu, des érudits découvrirent une faille dans cette magie qui leur causait tant de tort. L'argent et l'alchimie permettaient de contrer les pouvoirs des Drust. Forts de ces nouvelles connaissances, les Kultiraciens fondèrent un ordre militaire chargé de défendre l'humanité.
l'ordre des Braises, commandé par un dénommé Arom Malvois, repoussa les Drust et, dans les montagnes occidentales de l'archipel, triompha de Goraktul et de ses armées. Les vainqueurs ne firent preuve d'aucune pitié et mirent un terme à l'histoire du peuple Drust. Tout comme ceux qu'ils avaient écrasés, l'ordre des Braises s'éteignit pour rejoindre les légendes et les contes. En récompense pour sa victoire, Arom Malvois se vit offrir les terres de l'Ouest, où il fonda une dynastie qui jouerait un grand rôle dans la destinée de Kultiras. De la civilisation Drust ne restait qu'une poignée de parlépines. Ceux-ci se mêlèrent à la société humaine et, peu à peu, disparurent à leur tour, non sans avoir enseigné leur savoir et leurs rites à leurs hôtes. Ces humains d'antan héritaient, sans doute, d'un peu des récits des sorcières des moissons. Des vieux cultes d'avant Arator faisaient la part belle aux forces de la nature. Éclipsé par la sainte lumière sur tout le continent, une fois encore, l'archipel fit figure d'exception. Désormais maîtresse de toute l'archipel, la jeune province aratorienne prospéra de tout son soûl. Elle ne tarda pas à installer son hégémonie sur les mers, et sa flotte lui offrit de nouvelles routes commerciales. Kultiras était à l'avant-garde de l'exploration maritime des humains. Elle étendit les cartes et inonda ses marchés de produits exotiques. Lorsque l'Empire s'écroula, la nation de Kultiras jouissait déjà d'une profonde autonomie vieille de plusieurs siècles. À l'écart du continent, l'archipel pouvait prospérer sans les tracas et les querelles qui rythmaient les autres nations. Tant que sa flotte régnait sur la mer, nul ne pourrait la menacer. Les siècles passèrent et la bonne fortune n'eut de cesse de sourire aux Kultirassiens. Boralus, la capitale, était une ville immense dont le port offrait à voir les richesses de tous les royaumes. Ses vaisseaux, chargés de marchandises, faisaient voile de Lordaeron à Hurlevent, et parfois même accostaient au port des nains, des gnomes et des elfes. Intermédiaire indispensable du commerce, le royaume avait aussi pour dogme de ne point s'engager dans les conflits continentaux. C'est la raison pour laquelle Boralus fit sourde oreille lorsque le lointain royaume d'Azeroth sonna l'alarme. D'abord face aux gnolls, puis, quelques décennies plus tard, face à une déferlante démoniaque venue d'outre-cosmos. La nouvelle de la destruction de Hurlevent se propagea comme un choc brutal parmi les royaumes du Nord, et plus encore à Boralus. L'amiral suprême d'Aelin Port-Vaillant, souverain de Kultiras, peina à se remettre d'un heurt pareil. Il était ami de longue date avec Anduin Lothar, champion d'Azeroth et, désormais, régent du royaume. Un tel affront ne pouvait être vengé que par le sang. À Lordaeron, Daelin plaida de toutes ses forces en faveur d'une alliance entre les nations humaines. Les débats furent féroces, mais Kultiras obtint gain de cause. Et justement, Kultiras fut la première à ouvrir les hostilités. Sa puissante flotte intercepta les navires de la Horde au large de la petite île de Zuldar. Les vaisseaux orques, grossières embarcations qui peinaient déjà à survivre aux vagues de la Grande Mer, n'avaient aucune chance face à la toute-puissance maritime de Boralus. Les canons humains pulvérisèrent les bâtiments ennemis, offrant à la mer des marées des milliers d'orques en sacrifice. Tout Kultiras célébra la victoire, et Daelin Port-Vaillant se prit à rêver. Sa flotte pourrait bien mettre un terme à la guerre avant même que ne se soient entrechoquées les épées. Il se méprenait. Les orques étaient plus rusés qu'ils ne l'avaient imaginé. Puisque l'Alliance pouvait compter sur de redoutables navires, la Horde allait les réduire en cendres. Le chef de guerre Orgrim Marteau du Destin mit en place un effroyable stratagème. Les orques du clan Gueule de Dragon firent honneur à leur réputation de trappeurs intrépides. Ils s'emparèrent de la reine des dragons rouges, Alexstrasza. Captive, sa couvée en otage, elle n'eut d'autre choix que d'obtempérer aux volontés de ses geôliers. Ses fils et ses filles assombrirent les cieux au-dessus de la flotte des orques. Cette fois, aussi vaillants soient-ils, les marins de Kultiras furent impuissants. Des torrents de feu engloutirent les nefs humaines. L'amiral suprême ne pouvait encaisser pareille perte. À contre-cœur, il sonna la retraite. Le chemin libéré, la Horde débarqua en Lordaeron. Les années qui s'ensuivirent laissèrent la nation insulaire sur la touche. De violents combats ensanglantaient le continent, tandis qu'un calme de cimetière pesait sur l'océan. La marine de Boralus patrouillait prudemment aux alentours du détroit, de sorte à limiter les ravitaillements de la Horde. Mais depuis les îles, Daelin Port-Vaillant ambitionnait davantage. Il lui fallait trouver une parade aux cracheurs de feu de la Horde, et il finit par la trouver auprès des alliés nains du clan Marteau-Hardy. Au terme de féroces combats, les cohortes des orques perdirent pied devant la cité de Lordaeron. L'Alliance, revigorée, plongea dans la faille et saigna les armées de la Horde, au point de pousser Orgrim à une retraite totale. Il leur fallait franchir l'océan, dans l'autre sens cette fois. Au large des Palins, Kultiras saisit sa vengeance et prit au piège la flotte des orques. Bien sûr, les dragonniers ne tardèrent pas à affluer en renfort, mais cette fois, l'Alliance tenait sa parade. Comme il l'avait fait en Keltalas, les chevaucheurs de griffons du clan Marteau-Hardy fusèrent sur les dragons rouges. Menés par le valeureux Kurdran, ils rétablirent un équilibre dans les cieux. Cela ne suffit toutefois pas à écarter la menace ardente des dragons. Les flammes et les éclairs déchiraient les cieux embrumés. Les navires sombraient les uns après les autres, dans des tourbillons teintés de sang. Mais peu à peu, la victoire se dessina.
La flotte de la Horde disparut corps et biens, et seule une misérable poignée de navires parvinrent à s'échapper. La victoire n'était toutefois pas totale. Kultiras avait perdu de nombreux navires, et l'océan avait englouti la 3e flotte pour tribu. L'amiral, comme d'innombrables familles de Boralus, pleura la perte d'un fils. Son aîné, Derek Port-Vaillant, gisait désormais au sein de la mer des Marais, aux côtés de milliers de braves enfants de Kultiras. En guise de mémorial, quelques épaves gisent encore le long des grèves boueuses des Palins. Les orques vaincus, les royaumes humains devaient sceller le sort de leurs ennemis. Les orques furent enfermés dans des camps répartis aux 4 coins des 7 nations. Toutefois, ces bestiales créatures n'étaient pas les seules à avoir défié les royaumes alliés. L'un d'entre eux avait cru bon de trahir l'Alliance et de se ranger aux côtés de la Horde. Alterac. Ils avaient ouvert la voie vers Lordaeron, soutenu des rébellions et déployé des pirates sur les fleuves, les lacs et les mers. Chacun avait son opinion quant au jugement que l'on devait rendre. Kultiras demeurait à l'écart des débats, mais lorsque Gilnéas fit part de ses revendications, l'amiral suprême s'y opposa vivement. Le royaume de Gilnéas, père de Kultiras, rappelons-le, n'avait pas tiré un trait sur ses ambitions maritimes, et entendait placer un pantin sur le trône d'Alterac pour s'arroger ses ressources et, surtout, sa flotte. Renforcer les navires d'Alterac, la péninsule pourrait concurrencer et, peut-être même, menacer l'hégémonie de Kultiras sur les mers. Daelin plaida de tout son poids contre les projets du seigneur Gristet, et obtint gain de cause. Furieuse, Gilnéas tourna le dos aux nations humaines. Cette question tranchée, Kultiras se distancia peu à peu du continent, sans réellement quitter l'alliance des 7 nations pour autant. Ses navires patrouillèrent le long des côtes, traquant les pirates et escortant les navires commerciaux. Cependant, la thalassocratie n'intervint pas sur le continent lorsque les orques commencèrent à s'échapper des camps, ou même lorsque les sinistres cohortes du fléau ravagèrent le royaume de Lordaeron. Toutefois, lorsque ces conflits s'étendirent sur les mers, Daelin fut toujours au rendez-vous. Ainsi, alors que le jeune chef de guerre Thrall menait sa nouvelle horde vers l'ouest, la flotte de Kultiras s'élança à sa poursuite. Expérimentés, ces marins n'eurent aucun mal à le rattraper sur les îles Sombre-Lance. Mais pris en étau entre les nagas, les trolls et les orques, leur fragile avant-poste fut anéanti. Les années s'étaient écoulées. L'économie de Kultiras florissait. Les portes de Hurlevent réouvertes, les reconstructions en cours dans tout le royaume, les ressources et les navires de la thalassocratie étaient fort demandés. La fille de l'amiral suprême, une certaine Jaina Port-Vaillant, révéla un talent certain quant à la manipulation des arcanes. La magie ruisselait en elle, et il n'existait qu'un endroit où son don pourrait s'épanouir en toute sérénité. La cité-état de Dalaran. L'âme triste, Daelin envoya sa fille loin de son archipel, étudier auprès des archimages de la cité des sorciers. La jeune femme y révéla toutes ses facultés. Son nom monta jusqu'aux oreilles de l'archimage Antonidas, qui la prit en apprenti. Lors de ses études sur le continent, elle ne cessa d'attirer les regards, tant pour son talent que pour son charme. Elle refusa les avances du prince Keltas au soleil, héritier de la couronne de Keltalas, et noua une brève relation avec Arthas Menethil, fils et successeur du puissant roi Terenas, souverain de Lordaeron. Mais cette union attira trop d'attention sur une jeune femme qui n'escomptait pas délaisser ses recherches sur la magie. Tous deux se séparèrent, non par désamour mais par devoir. Ces moments de charme et de douceur prirent soudainement fin lorsqu'une peste abominable commença à ravager les royaumes du Nord. De sordides rumeurs s'échappaient de Lordaeron. On parlait de morts relevées, de sectes infâmes et de projets démoniaques. Jaina, protégée du grand Antonidas, fut envoyée enquêter auprès du prince Arthas. Elle en revint changée. En quelques semaines, elle rassembla autant de volontaires que possible pour monter une expédition insensée. Profitant de son rang de princesse héritière de Kultiras, elle leva une flotte et disparut hors des cartes, loin au couchant. Lorsque l'amiral suprême de Kultiras apprit les projets fous de sa fille, il se fondit dans une profonde inquiétude. Aussitôt, il prépara une flotte pour partir à son secours. Une telle opération fut complexe à mettre en œuvre. Entre les vaisseaux emportés durant la Deuxième Guerre et ceux réquisitionnés par sa fille, pour la première fois, le royaume insulaire manquait d'embarcations. Lorsque l'expédition prit enfin la mer, plusieurs années s'étaient déjà écoulées, et l'amiral craignait le pire pour son enfant. Daelin Port-Vaillant rassembla ses meilleurs marins, soldats et officiers, et prit lui-même la tête de sa flotte, cap vers l'inconnu. Au terme d'un voyage éprouvant, les navires de tête aperçurent une côte dans le lointain. C'était un rivage désertique, pauvre en ressources mais surtout absent de toute trace d'installations humaines. Pire, en dépit de sa fille, l'amiral découvrit la présence d'orques et de trolls rassemblés en surplomb des rivages. Voici donc que ces bêtes avaient fondé une nouvelle horde de l'autre côté du monde. Pour un souverain qui avait tant perdu face aux cohortes bestiales des orques, une telle découverte était insoutenable. Il fallait éradiquer ces monstres avant qu'ils ne soient prêts à fondre de nouveau sur l'humanité. Sur l'endroit même de son débarquement,
l'amiral édifia un avant-poste, solidement défendu, le donjon de Tiragarde. Il désigna le lieutenant Benoît pour tenir la position. Le lieutenant Alverold, lui, reçut pour mission d'explorer le littoral, tandis que Daelin mènerait lui-même les troupes sur ce foyer renaissant de la Horde. Déterminé à mettre un terme définitif à la menace orque, Daelin ne fit preuve d'aucune pitié. Le nouveau chef de la Horde, Thrall, n'était pourtant pas un guerrier assoiffé de sang et retint sa main dans un premier temps, soucieux de préserver une paix si celle-ci était encore possible. Mais, bientôt, il comprit qu'aucune entente n'était possible avec l'amiral. Pendant ce temps, l'expédition du lieutenant Alverold avait navigué vers le sud. À force d'exploration, il n'avait pas tardé à rencontrer des accostages humains éparpillés le long d'un rivage tourbeux. Au centre de ce dispositif, une importante cité avait pris racine, confortablement levée sur une île au large des marécages, Terramor. Non seulement la princesse Jaina avait survécu, mais en plus, elle pourrait apporter un renfort bienvenu dans la lutte contre la Horde. L'amiral, informé au plus vite, se réjouit de la nouvelle et se précipita auprès de sa fille. Cependant, la princesse ne le reçut pas avec autant de chaleur. Jaina avait pactisé avec les orques et les trolls de cette nouvelle horde. Selon ses mots, ce Thrall avait agi avec noblesse et compassion, mais ce n'était que sornette aux oreilles de son père. Sa fille avait définitivement sombré dans la folie, et pour son propre bien, devait être déposée. Daelin enferma Jaina dans ses propres geôles et prit possession de Terramor. L'amiral suprême, soucieux de poursuivre sa croisade, prit ses quartiers dans le donjon de Guet du Nord. Mais entre-temps, la horde de Thrall s'était rassemblée. Orques, ogres, trolls et même taurennes marchèrent contre l'amiral. Guet du Nord ne tarda pas à céder, puis ce fut au tour de Terramor. Les champions de la nouvelle horde confrontèrent Daelin. Mais incapable d'accepter la moindre paix entre orques et humains, l'amiral préféra mourir que de se rendre. Jaina reprit le contrôle de Terramor, et Thrall lui rendit les terres conquises lors de la campagne contre son père. L'expédition de Kultira s'était durement frappée, mais par chance, une seconde vague de renforts, menée par le lieutenant Bénédicte, vint à leur aide depuis Boralus. Ils reprirent possession du donjon de Tiragarde, déterminés à poursuivre les combats. Mais la nouvelle de la mort de l'amiral ne tarda pas à franchir les océans. Lorsque les habitants de l'archipel apprirent le sort de leur souverain bien-aimé, ils exigèrent justice. L'enfant chéri devint une traîtresse Oni. Catherine, épouse de feu Daelin, reprit les rênes du royaume et exigea l'aide de l'Alliance. En vain. Ravagé par la peste, Lordaeron n'était plus. Hurlevent ne se remettait qu'à peine de sa destruction et, de toute façon, il ne restait plus aucune flotte de taille à mener une nouvelle expédition. Kultiras, consumé par son désir de vengeance, s'éloigna plus encore de l'Alliance. Toutefois, par sa nature de nation commerçante et maritime, elle continua ses échanges répétés avec les ports des royaumes de l'Est. Le royaume demeura à l'écart des conflits qui déchirèrent les années suivantes le monde d'Azeroth. Hélas, la mort de Daelin et la politique d'isolement affecta durement la thalassocratie. La corruption et la piraterie rongeaient l'archipel au point que des ports échappèrent au contrôle de l'amirauté. Les augures de Chantorage, dont dépendait la marine de Kultiras, se laissaient engloutir par une obscure corruption, par le murmure de dieux ténébreux. À l'ouest, dans les obscures forêts de Drusvar, la rumeur prétendait que de sinistres sorcières se rassemblaient pour se livrer à la plus noire des magies. Même au sein de la capitale, Boralus, le règne de Catherine était contesté, et dans son dos, de nobles familles affûtaient leurs poignards. Le royaume tombait en lambeaux, mais au moins, il lui restait une part de sa puissante flotte, encore capable de dominer les océans. Hélas, une nouvelle fois, le sort s'acharna et la précieuse flotte disparut dans les brumes, laissant Boralus dans le plus profond dénuement. En dehors de l'archipel, une guerre sanglante opposait la nouvelle alliance de Hurlevent à la Horde, désormais menée par la reine Sylvanas. Partout, le sang abreuvait abondamment la terre. Nul territoire n'était épargné, et dans ce contexte, l'Alliance avait un urgent besoin de vaisseaux. Inconscient des troubles qui pesaient sur le royaume insulaire, Anduinvrin, roi de Hurlevent et meneur de l'Alliance, dépêcha une délégation à Boralus. Jaina, bien que haï de ses pairs, se porta volontaire pour porter la voix de l'Alliance. Un choix qui se révéla fort peu judicieux. À peine débarqué en Kultiras, le navire et son équipage furent saisis. Lors d'un procès pour le moins expéditif, Jaina fut jugée coupable de haute trahison et condamnée à la peine capitale, tandis que la garde mena les ambassadeurs de l'Alliance à la redoutable prison de Toldagor. Certains parvinrent toutefois à s'échapper et infiltrèrent le royaume, déterminés à accomplir leur mission diplomatique quoi qu'il en coûte. À ce propos, ils firent preuve d'une audace et d'un talent remarquables. Constatant que l'Alliance pouvait les aider, certains sujets de la thalassocratie se joignirent aux efforts des diplomates. Ensemble, ils révélèrent au grand jour le complot de la compagnie Corsandre, dont la maîtresse, Dame Priscilla, avait plongé le pays dans le chaos dans le seul but d'usurper le trône de l'amirauté. Son pouvoir renforcé grâce à l'aide de l'Alliance, Catherine Port-Vaillant accepta d'entrer en pourparlers avec ses représentants.
voici que Boralus et Hurlevent s'étaient réconciliés. Une bien mauvaise nouvelle pour la Horde. Encore fallait-il reprendre la main sur les provinces du royaume. À l'ouest, une secte malfaisante avait pris entre ses griffes l'île de Drustvar. La maison Malvois s'était retranchée dans son manoir, à Corlane, et aucune nouvelle ne parvenait plus à la capitale. Les villes de Corlane, de Havrebrune et, depuis peu, de Valarché étaient tombées sous la coupe de sorcières. La population, en proie à d'obscurs maléfices, s'empara de Lucille, fille des seigneurs Arthur et Mérédith Malvois, et la jugèrent pour sorcellerie. Les ingérences de l'Alliance la mirent hors de cause, mais restait à mettre un terme au voile de ténèbres qui recouvrait la région. À force de recherche, Dame Lucille Malvois découvrit l'existence d'un ordre de sorcières, le Sabbat Malcard. Ils usaient de la magie noire des Drust pour ensorceler la province et en disposer à leur guise. Érudite, Lucille savait comment son peuple avait, jadis, mis un terme à la sordide magie des Drust. Et elle remit sur pied l'ordre des Braises. Fort des enseignements du passé, ces guerriers repoussèrent le sabbat jusqu'aux portes du manoir. C'est là que se révéla toute la vérité. Il y a quelques années de cela, la maladie foudroya le seigneur Arthur Malvois. Son épouse, Dame Mérédith, avait alors imploré toutes les puissances susceptibles de sauver son époux. Seul Goraktul avait entendu son appel, mais ivre de vengeance envers ceux qui avaient condamné son peuple à l'oubli, il manipula la dame. Il lui enseigna la magie de la mort et l'encouragea à répandre son savoir impie. C'est ainsi qu'était né le sabbat Malcard. Arthur avait certes survécu, mais n'était plus qu'une carcasse sans âme, animée par des énergies nécromantiques. Écœurés par les abominations qui avaient animé ce manoir, les inquisiteurs de l'ordre des Braises mirent un terme aux agissements de Mérédith, et ainsi extirpèrent la province des ténèbres. Au nord, l'ordre sacré des augures s'était détourné de Boralus. Le murmure serein de la mer des profondeurs était devenu plus sinistre et agressif. Le seigneur Colm Chanterage, maître du culte des marées, avait pieusement suivi les paroles de sa déesse et abandonné ses suzerains. Pire, toujours selon la volonté de cette voix des profondeurs, il avait volontairement égaré la flotte de Kultiras pour l'offrir en sacrifice aux démons de l'océan. Frère Pike, un augure révolté par de tels agissements, entra en révolte contre son maître. Il rassembla une milice, le sillage des tempêtes, et traqua le seigneur Chanterage jusqu'au cœur du sanctuaire des tempêtes. Son souverain vaincu, il purifia le culte de la mer des marées et leva les malédictions qui pesaient sur la flotte de Kultiras. La thalassocratie était sauve, les ténèbres s'écartaient enfin, et tout cela était à mettre au crédit de Jaina et de l'Alliance. La première était tout d'ailleurs encore emprisonnée dans une prison obscure, encore coupable de sa trahison passée. Le seigneur de Gilneas, souvenir de l'époque de Daelin, plaida sa libération auprès de l'amiral, qui céda. Catherine n'avait pas l'âme d'une amirale suprême, et sa décennie de règne avait précipité la thalassocratie dans les abysses. Mais Jaina était d'une toute autre trempe. Elle était certaine de sa volonté, son esprit était clair et sa détermination inflexible. En cela, elle héritait de Daelin. Elle représentait l'avenir de Kultiras, un avenir plein de promesses et de grandeur. Dame Catherine s'inclina aux pieds de sa fille et lui confia l'honneur et la responsabilité de guider la nation insulaire. La puissante flotte de Kultiras et ses abondantes ressources aux ordres de l'Alliance, la Horde n'avait qu'à bien se tenir. La nation maritime prouva sa valeur en menant l'attaque sur la cité troll de Dazaralor. L'ennemi, frappé de plein fouet, chancela. L'Alliance, réunie, était invincible. La Horde déposa les armes peu après. Dans cette ère de paix qui s'ouvrait, Kultiras pouvait de nouveau rayonner. Maîtresse incontestée des mers, la nation réouvrit les lignes maritimes entre les ports de l'Alliance, déchargeant richesses et ravitaillements aux quatre coins d'Azeroth. Porte des royaumes de l'Est sur l'océan, l'archipel ouvre un pont entre Orient et Occident, entre Nord et Sud, et pourrait à l'avenir faire office de plateforme pour la projection de l'Alliance à travers le monde. Kultiras, en bonne nation insulaire, est une nation fragmentée. Elle l'est tout d'abord par le territoire, bien sûr. Thalassocratie maritime, elle établit des forts sur de lointains rivages, dont ne reste plus que le donjon de Tiragarde, bien loin de la rade du même nom. Mais d'accord, cet accostage n'est rien de plus qu'un avant-poste militaire. L'île de la Purification, près des côtes d'Ostrivage, fut longtemps une position cruciale au nord de la baie de Baradin, mais tomba entre les griffes des morts-vivants au moment de la chute finale de Lordaeron. De façon comparable, l'île de l'Affliction fut le lieu de batailles effroyables entre la Horde et l'Alliance, du temps de la Deuxième Guerre. Conquise par les orques et dévastée par les combats, elle gît depuis, abandonnée, habitée que de fantômes. La citadelle de Tolbarad, elle, connut une destinée différente. Longtemps en possession du royaume de Stromgarde, lieu de bataille sanglante, la décrépitude du royaume oriental le força à remettre le contrôle de l'île à la thalassocratie cultirassienne. Les quelques mages de l'archipel en firent alors une prison mystique, vouée à conserver sous bonne garde de dangereuses créatures et artefacts, loin des foyers de population de Kultiras. Hélas, les tumultes du continent se propagèrent sur les petites îles.
D'abord, des groupes de pirates vinrent accoster les villages côtiers, abandonnés par les Stromgardiens. Ensuite, les gardiens de la prison furent frappés de malédictions, probablement liées aux monstruosités magiques qu'ils avaient devoir isoler. Nombre de ces braves guerriers sombrèrent dans la folie et s'attaquèrent à leurs compagnons. Enfin, la horde de Garrosh sur l'enfer débarqua en nombre sur l'île que les gardiens peinaient déjà à contrôler. Seule l'intervention de l'Alliance parvint à sauver l'archipel. Les fragments territoriaux dispersés sur la Grande Mer passés en revue, concentrons-nous désormais sur Kultiras en elle-même. La nation repose essentiellement sur ces 3 grandes îles. Si elles ne sont séparées que par d'étroits chenaux, chacune entretient une culture particulière qui les distingue des autres. Cette division est d'ailleurs un cas unique parmi les nations humaines, souvent bien plus homogènes. Ainsi, Drustvar, à l'ouest, fournit de robustes soldats. C'est une terre rude, entre cimes escarpées et obscures forêts. Le domaine est dominé par la ville de Corlane, mais posée en surplomb de la côte occidentale, la bourgade est isolée en comparaison du reste de l'archipel. L'essentiel de sa démographie est, elle, concentrée à l'est, baignant les eaux de la rade de Tiragarde. Chantorage, au nord, est une terre rurale de fermiers, de mineurs et de bûcherons qui alimentent le pays en ressources. Les prés fertiles s'étendent autour du bourg rural de Brenadam. Qui plus est, ce vaste domaine est réputé pour ses chantiers navals qui ont assemblé la puissante flotte de l'archipel, et de ses augures qui, en bénissant les navires et équipages, lui insuffla sa force redoutable. En surplomb d'une île littorale, le sanctuaire des tempêtes est le cœur spirituel de l'archipel. Le nord de Chantorage est une terre consacrée à la mer des marais. C'est là que sont formés les clercs chargés de transmettre ses enseignements. Tiragarde, au sud-est, fournit le royaume en marins émérites. La capitale, Boralus, s'élève avec fierté au-dessus des eaux agitées. Vaste cité au carrefour de multiples influences, c'est une ville riche et bouillonnante. Son port est certainement le plus important et le plus fréquenté non seulement des 7 royaumes, mais aussi du monde d'Azeroth. La rade est solidement gardée par de lourdes fortifications qui gardent les eaux intérieures de l'archipel. Port-Liberté, à l'extrémité de l'archipel, échappe à la domination de Boralus. L'endroit est un repère infâme de tout ce que Kultiras compte de pirates, de brigands, de contrebandiers et de personnes fort peu recommandables. Divisé par sa géographie, Kultiras l'est aussi par sa propre constitution. 4 familles se partagent le pouvoir et les terres. Les Malvois, descendants du général Arum, règnent sur Drustvar. Les Chantorages tiennent les fertiles vallées du nord et dominent le culte des augures. Les Corsandres, basés à Port-du-Pont, tout près de la capitale, sont de riches marchands et influencent les finances du royaume. Les Port-Vaillants, enfin, sont les maîtres de Boralus. Fameux navigateurs, ils représentent au mieux l'archipel. Mais d'une part, leur pouvoir sur les autres familles est ténu, et d'autre part, il ne tient que par le consensus. D'ailleurs, lorsque Daelin accéda à l'amirauté, cela ne faisait que quelques générations que sa famille tenait le pouvoir. C'est fort peu comparé aux dynasties parfois millénaires qui régnaient alors sur les autres nations. Il faut constater que le nom de Port-Vaillant est bien moins prestigieux que celui de Chantorage, descendant du marin qui mena les humains à la découverte des îles, ou de Malvois, dont le fondateur mit un terme à la menace des Drust. La crise de l'an 33 renforça toutefois la puissance de la maison Port-Vaillant. La famille Corsandre, frappée d'infamie, tomba dans l'opprobre. La lignée Malvois, durement frappée, dut lentement se reconstruire, et Lucille, nouvelle maîtresse de Drustvar, est une loyale sujette de Boralus. La dynastie Chantorage, elle, fut également décapitée, et le jeune Brannon, neveu de Colm, doit désormais faire ses preuves. A l'inverse, la famille Port-Vaillant se vit renforcée par l'avènement du règne de Jaina, figure expérimentée, solide et influente. Toutefois, tous n'ont pas oublié sa trahison passée. La nouvelle maîtresse de Boralus doit prouver sa loyauté et sa dévotion envers son peuple. Les Kultirassiens sont les enfants de la mer. Plutôt que la lumière, c'est aux profondeurs, parfois ténébreuses, qu'ils accordèrent leur foi. Si la sainte lumière éclaire une voie, l'océan, lui, porte et emporte vers l'inconnu. Les Kultirassiens acceptèrent de se laisser porter par la marée, pour le meilleur et pour le pire. Il n'empêche que, à bien y regarder, seule une des 7 nations nées de la chute d'Arathor traversa l'histoire sans jamais se briser. Hurlevent fut balayé par la première guerre, Stromgarde et Alterac furent foudroyés par la seconde, Dalaran et Lordaeron périrent sous les assauts du fléau, et Gilneas ploya sous les flots de réprouvés. Boralus tangua, prit l'eau parfois, mais toujours, elle trouva la force de se redresser et de flotter à nouveau. Son voyage sera encore semé de tempêtes et de monstres marins, mais guidé par l'océan, par la foi que les ténèbres et les pires orages ne font que cacher de lointains rivages, nul doute qu'ils régneront sur les océans encore longtemps.